Merci de rester avec nous pour la suite de Regard croisé. Direction maintenant la Gambie, où le chef de la police a démissionné jeudi, 3 jours après la mort de 3 manifestants anti-pollution tués par une unité spéciale de la police. Question sans détour, Monsieur Agbenene, est-ce que c'est une bonne nouvelle cette démission? Mais naturellement, c'est une très bonne nouvelle et ce monsieur est à saluer. Et c'est un bon exemple que nous allons quand même demander à nos frères africains d'adopter en ces cas pareils. Parce que la vie humaine n'a pas de prix. Hein. Et quand vous êtes un responsable, surtout le premier responsable, et que de telles situations arrivent, le mieux c'est de démissionner, de jeter les Mais ça n'arrive pas souvent dans les pays africains. Oui, il faut toujours commencer par quelque part. Déjà, il a donné le ton, d'autres vont suivre certainement. C'est notre prière, c'est notre attente. Et je crois que ça se fera. Jeff Le Prince, comment vous appréciez cette démission? Non, j'ai apprécié à sa juste valeur. En ce sens que tu l'as dit tout à l'heure que le mot démission ne se trouve pas dans le dictionnaire africain. C'est difficile à un Africain de démissionner de son poste. Et vous savez, quand vous n'avez plus la possibilité de diriger votre troupe et qu'il y a des actes qui sont posés et dont vous endossez la responsabilité à un moment, il faut dire non, ça ne va pas et démissionner. C'est-à-dire qu'un directeur de la police qui est là, qui peut-être ne donne pas l'ordre, on n'a pas remonté l'information à son niveau et l'ordre a été donné par quelqu'un d'autre et il endosse la responsabilité parce qu'on a tué des humains, des compatriotes et quand il démissionne, il faut applaudir. C'est-à-dire qu'il se désengage de cette responsabilité pour dire en réalité, ce n'est pas nous qui avions donné l'ordre de le faire, soit c'est des brebis galeuses qui vont répondre de leurs actes devant les tribunaux, et moi je démissionne justement parce que je n'ai pas pu faire mon travail. Et c'est un acte à saluer pour ma part. Oui. Constant Lemo, c'est Landine Kente, c'est comme ça on l'appelle, l'inspecteur de police, l'inspecteur général. Est-il valeureux ou peureux? Il n'est pas du tout peureux, c'est une question de responsabilité. Se voyant, disons, marginalisé alors qu'il est le premier responsable de la police nationale, n'ayant pas donné instruction sur la conduite à tenir et que les éléments se sont mal comportés sur le terrain et que, encore, il n'a pas vraiment digéré cette situation, la logique voudrait qu'il démissionne. Ça, c'est un acte exemple. Et il faut constater que le régime actuel est nouveau par rapport au système qu'il est appelé à gérer. Le comportement des éléments de la police n'est pas encore celui qu'aurait voulu le régime actuel. Parce que après 22 ans de règne de Yaya Jammeh, un règne fondé sur la violence et que les éléments de police comme de l'armée étaient plus ou moins, avaient une marge de manœuvre sans avoir à recevoir forcément les ordres de la hiérarchie, et ils se sont sentis se comporter exactement comme ils le faisaient avant. Ce qui n'est pas possible avec ce nouveau régime. Et le premier responsable de la police n'avait qu'à rendre sa démission que le président Barrow. Mais comment se fait-il qu'ailleurs, les manifestations dégénèrent régulièrement avec des morts et des blessés, mais on n'assiste pas à ce genre de comportement? Oui, effectivement. La démission à un poste de responsabilité n'est pas dans la culture africaine. Est-ce que c'est par mauvaise foi? Ou bien ce comportement s'inscrit dans une certaine logique ailleurs. Bien, lorsque les instructions sont clairement données et à un moment donné, on constate la nécessité de réaction ou non des éléments chargés de maintenir de l'ordre, eh bien, l'attitude du premier responsable en dépend. C'est ce que je peux dire. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre des enquêtes comme on sait les ouvrir en Afrique, proclamer les résultats, châtier peut-être les coupables avant de passer à cette émission? Non, notre frère a bien agi parce que d'abord, en démissionnant, il facilite les enquêtes. En démissionnant, il ne peut pas constituer une entorse à quoi que ce soit. L'enquête peut être bien menée maintenant. Mais quand il est toujours à son poste, mais il a encore de la force pour mettre poser d'autres actes qui vont compromettre même à l'enquête.
Mais au Jeff- résultat de l'enquête. mais- Donc, je crois qu'il a bien fait de démissionner avant même les enquêtes, s'il y en a. Mais Jeff Le Prince, est-ce qu'il faut interpréter cette démission aussi comme étant une forme de fragilité de ce régime de Barrow qui a succédé à Yahya Jammeh? Constant Lemoun le disait tantôt. Si ce régime avait des racines solides, est-ce que cet inspecteur de police aurait démissionné? Racine solide en quoi? Racine solide dans le malheur, dans la tuerie, dans la torture. Moi, je pense que ce n'est pas ça. On est solide, on est fort quand on pose des actes qui sont quand même à apprécier, à applaudir. Et voilà, c'est l'un de ces actes que notre ami a posé. C'est le problème qui se pose. Je pense que les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes en ce sens que ailleurs, on vous dira que c'est un tir de sommation et la balle s'est renversée pour tuer quelqu'un. Et puis, on fait tout pour se justifier. Mais quand vous suivez mon regard, vous comprendrez ce que je dis. Donc, dans cette situation, mais si tu ne vois pas le rapport, regarde un peu mon regard, ou si mon regard, tu comprendras. Dans cette situation où on tue, où un ministre ou un directeur de la police qui vient se justifier pour donner des raisons, même pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui suit le raisonnement, qui dit en même temps que cette histoire, c'est inventé de toutes pièces. Donc je pense que on est fort quand on pose des actes citoyens. Et là, quand tout le monde voit, on sait que vraiment vous êtes un homme. Et vous, quand vous sortez, vous passez la tête haute. Mais quand vous cautionnez des choses et que vous êtes là, ça ne va pas, vous vous accrochez pour servir quelqu'un, pour dire que nous sommes là pour protéger un régime, pour protéger quelqu'un, je pense que ce n'est pas le cas. Et à Jammeh, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, jusqu'à une époque, on pensait que c'est toujours le même régime qui faisait la même chose, alors que les données ont changé. Donc il faut changer les mentalités. Avec cet acte, ça va donner quand même une nouvelle mentalité aux gens pour dire, ah, les données ont changé et que nous devons savoir quel acte poser pour ne pas tomber dans les mailles de la justice. Mais Constant Lemoun, il faut quand même reconnaître aussi que la gestion des manifestations sous nos cieux, ce n'est pas chose aisée aussi. J'allais revenir un peu pour dire cette démission n'a pas été obtenue sous pression. Tout à fait. C'est le premier responsable de la police qui s'est désolidarisé de l'acte qui a été posé. Et cette démission ne signifie en rien une certaine faiblesse de sa part. Pas du tout. J'ai déjà évoqué la difficulté de collaboration qui doit exister entre les nouvelles autorités et les troupes qui sont habituées à un mode opératoire. Bien. La gestion des manifestations, c'est vrai, ça pose quelquefois des problèmes. Lorsque des instructions, je ne suis pas dans les secrets des forces de l'ordre et de je ne sais quoi, mais le peu que je sais, lorsque les instructions sont données et à un moment de la gestion des manifestations, quand il y a incident, il faut voir comment cet incident est arrivé. Dans le cas gambien, il a été clair que les manifestants ont fait juste de blocage pour empêcher l'exploitation du sable. Mais dans d'autres pays, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne prends pas l'exemple du Togo pour ne pas créer de la polémique. Lorsque je prends l'exemple de la Libye, avec les derniers moments de Kadhafi, les manifestants étaient mêlés des rebelles armés qui tiraient sur les militaires des forces de l'ordre libyennes. Alors, la réaction des forces de l'ordre a été interprétée comme des tirs sur des populations civiles, alors que c'est vraiment une armée qui attaquait les forces de l'ordre. Mais les résultats, nous les avons aujourd'hui en Libye. Dans le cas togolais, chacun est libre d'interpréter ce qu'il veut comme il veut. Mais lorsque nous avons des victimes des deux côtés, on se demande, alors, est-ce que les manifestations étaient destinées à la tuerie? Est-ce que les forces de l'ordre en présence avaient raison de réagir? Il faut aller poser la question aux organisateurs des manifestations et aux responsables des forces de l'ordre. Je pense que là, chacun se jette le tort, mais ce qui est sur la réalité est là. On sait comment on obtient quel résultat. Kofi Agbeléné, est-ce qu'il ne faut pas aussi interroger le matériel de travail de la police dans nos pays? Est-ce qu'ils ont le dispositif adéquat pour pouvoir faire face à ces mouvements de foule? Oui et non. Puisque je vais parler de mon pays, à des ateliers
que peut-être le PNUD a organisé. Le programme des Nations Unies pour le développement. Oui, que nous avons assisté sur le maintien de l'ordre. Tout a été clair. À chaque maintien d'ordre, les instruments à utiliser sont bien définis. Maintenant, malheureusement, à chaque fois qu'il y a mort d'homme, ça veut dire que ce ne sont pas ces matériels qui seulement ont été utilisés. Il y a d'autres matériels qui ont été utilisés et ont causé la perte de la vie humaine. Mais jamais les enquêtes n'ont abouti, malheureusement. Sinon, nos forces de l'ordre, surtout celles qui s'occupent du maintien de l'ordre, leur équipement est bien défini. Et je crois que l'État prend toutes ces dispositions pour qu'ils soient vraiment équipés de ces matériels. Oui. Mais malheureusement, il y a d'autres matériels qui s'introduisent et ils causent malheureusement le danger. Jeff Le Prince, on n'aura pas la réponse précise à cette question, mais on peut supputer un peu. Est-ce que ces policiers qui étaient allés dans le village de Farababanta, c'est comme ça on l'appelle, à 50 km de Banjul, est-ce qu'ils n'avaient plus de gaz lacrymogène ou avaient-ils des démangeaisons au doigt, au point qu'ils ont dû actionner la gâchette pour occasionner ces morts à balles réelles? Je pense que personne ne saurait le dire ici parce que nous n'étions pas sur le terrain. Oui, parce que l'inspecteur général dit qu'aucun ordre n'a été donné pour utiliser des armes à feu. Oui, vous savez, ça pose tellement de problèmes. Aussi, je reviens un peu sur le développement du grand frère Lemou tout à l'heure. C'est-à-dire que un agent de sécurité qui est là, ou bien de force de l'ordre qui est là, qui garde peut-être un immeuble, un bien public qui est là, où le public l'assaille de jets de pierre, etc., où même on veut lui fracasser la tête, où il est victime d'une situation. Vous savez, cet agent attend l'ordre de son patron parfois pour agir. Et vous savez ce qui s'est passé dans notre pays. Et si nous donnons quelques exemples, je ne veux pas aller dans les détails. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de matériel de ces agents aussi qui pose problème. Vous allez pour le maintien d'ordre. Est-ce que vous avez le maximum de matériel qu'il faut pour pouvoir maîtriser les gens, même si ça dégénère, pour ne pas utiliser la balle réelle, pour qu'on parle de mort d'homme aujourd'hui. Donc, je pense que le problème doit être posé autrement, comme vous avez posé la question au grand frère tout à l'heure, qu'il y a un problème de matériel aussi qui se pose. Vous allez dans nos gendarmeries, dans les commissariats à l'intérieur de nos pays, je prends le cas des pays africains, mais vous verrez des gens des pays qui sont proches de nous, qui se déplacent avec des voleurs à Zémidjan parce qu'on n'a pas le matériel roulant. Ça veut dire qu'il y a un problème de matériel aussi qui se pose et que si ces gens-là, à un moment, n'ont plus le moyen conventionnel pour pouvoir maîtriser les manifestations et parfois posent des actes que nous n'apprécions pas. Et ce n'est pas une raison de les dédouaner aussi. Je pense qu'ils ont quand même la manière nécessaire pour éviter ces genres de choses. Parce que j'ai eu à rencontrer des commandants de ce pays qui ont fait quand même le maintien d'ordre au Mali ou au Soudan ailleurs, qui maîtrisent les manifestations dans ce pays où au final nous acclamons. Ça veut dire qu'il y a une manière de pouvoir maîtriser les manifestations pour ne pas déplorer des victimes ou bien de morts d'hommes. Constant Lemou, est-ce que il ne s'agit pas d'une très mauvaise publicité pour le régime d'Adama Barrow? Mauvaise publicité oui, c'est pour le fait que c'est mort par balle réelle lors de manifestations. Oui, c'est une situation dont le président est responsable. Et d'ailleurs, le premier responsable de la police, en démissionnant, reconnaît sa responsabilité de n'avoir pas réussi à gérer la situation qui s'est soldée par des morts. D'ailleurs, Adama Barrow a condamné ces violences. Il a condamné et s'apprêtait même il s'est rendu sur ce vendredi dans le village pour participer aux prières et ainsi de suite. C'est son soutien moral qu'il peut apporter à la population. Effectivement, étant le garant de l'État, ayant sur lui la responsabilité d'assurer la vie de chaque citoyen, eh bien, il est le premier responsable de ce qui est arrivé. Ça, c'est sa responsabilité. Nous sommes d'accord. Mais comment c'est arrivé? Comment aurait-il pu imaginer que cette situation arriverait? Il aurait pris d'autres dispositions. En Gambie, il y a, comme vous l'avez dit, un problème de matériel, mais surtout un problème de formation des éléments de la police et de la gendarmerie, bref, les forces de maintien de l'ordre. Il y a ce problème de formation. Pendant longtemps, je l'ai dit,
c'était des forces de l'ordre qui agissaient sous un autre régime, sous d'autres systèmes. Aujourd'hui, si on veut vraiment aller vers une nation moderne avec un comportement des forces de l'ordre, un comportement exemplaire, il faut d'abord former et équiper. Il faut aussi éduquer la population. Une manifestation ne doit pas donner lieu aux attaques contre des troubles à l'ordre public. Au Togo, ce qui est arrivé ou que nous avons vécu tous sur les réseaux sociaux, mais ces militaires à qui on voulait arracher les armes, ces militaires qu'on a tabassés, qu'on a égorgés, mais il suffisait que ces militaires décident de tirer, on aurait assisté au carnage. Mais pourquoi ces manifestants avaient-ils décidé d'assommer de cette sorte les forces de l'ordre, même qui n'étaient même pas programmés pour le maintien de l'ordre, qui étaient à d'autres postes? Est-ce que ce n'est pas un phénomène de foule? Est-ce qu'on peut maîtriser la foule, raisonner la foule dans ces situations? Si c'est une manifestation pacifique, eh bien, elle doit être encadrée. Elle doit être encadrée par les organisateurs. Mais l'incident dont vous faites allusion, il ne s'agit pas d'une manifestation, il s'agit de représailles à la suite d'interpellations de deux imams à Sokoré. Non, avant les deux imams, avant même les deux imams, les manifestations de 19 août avaient déjà fait des victimes dans les rangs des militaires. Avant que l'imam ne soit arrêté, qu'il y ait attaque les militaires égorgés chez une autorité. Donc à ce double niveau, il faut vraiment voir la responsabilité des organisateurs des marches. Quelle instruction, quelle disposition on avait prise pour qu'on en arrive là? C'est là que se pose le problème. Il faut former les forces de l'ordre, les équiper, c'est vrai, mais il faut aussi éduquer les masses, il faut les encadrer pendant les manifestations pour éviter de ce genre de choses. C'est vrai que les forces de l'ordre sont régulièrement prises à partie par les manifestants. Ils sont souvent considérés comme étant le bras du pouvoir qu'on conteste. Oui. Justement, nous, à notre niveau, nous avons quand même réfléchi à la chose. Est-ce que nous n'avons pas l'opportunité ou bien la capacité de faire quelque chose en amont? Il y a une partie de la société qui réclame quelque chose, qui demande quelque chose, qui veut quelque chose. Est-ce qu'il ne faut pas aller au dialogue pour dire, mais nous vous avons compris, on va faire ceci, on va faire cela, ou bien on propose ceci, on propose cela. Autant les laisser jusqu'à ce qu'ils manifestent et que ça dégénère. Est-ce qu'on n'a pas cette volonté-là de le faire? Je crois que cette volonté n'existe pas. Il va falloir quand même que les gens tempèrent, les gens font tout ce qui est arrivé là, nous avons ça, avant qu'on ne dise, bon, venez, on va discuter. Nous sommes vraiment désolés par rapport à cette situation. Donc vous pensez qu'on aurait pu agir? Naturellement. Ça se fait dans les pays européens, même une seule personne qui vient manifester, mais l'autorité l'écoute, l'autorité l'appelle. Pour dire, mais venez, qu'est-ce qui se passe, dites-nous ce qui se passe, et puis on prend les dispositions. Mais si toute une foule réclame quelque chose, même si c'est contre vous, mais discutez quand même, parce que l'homme n'est pas aussi quand même parfait, comme un ange. Si vous permettez. Oui, je pense que ces événements ont éclaté le 19 août, pendant que le Togo était dans un processus de réforme. Et ce sont les mêmes réformes qui étaient réclamées. Voilà le problème. On était en train de régler un problème quand les manifestants... Je pense que nous sommes en Gambie. S'il vous plaît, je pense que nous sommes en Gambie. On est en train de glisser là. Étant en Gambie, nous condamnons tout simplement les morts d'hommes. Quel que soit l'objet, quelle que soit la raison, nous condamnons les morts d'hommes parce que, quel que soit le camp auquel appartiennent les victimes, rien ne peut les remplacer dans leur famille. Rien. Je vous dis, il y a eu des préparations de revanche de la part de certaines familles pour s'attaquer aux foules qui ont causé la mort des fils. Il a fallu des dispositions rigoureuses pour empêcher ces gens d'entrer en conflit ou bien d'aller venger leurs fils. C'est très important. C'est très important. Il faudrait qu'on empêche cela. Oui, justement, je pense qu'on avait fait juste une parenthèse pour le développement du Togo. Mais nous sommes en Gambie. Je voulais réagir par rapport au développement du grand frère qui a dit tout à l'heure, il faut poser des actions en amont pour éviter ça.
qu'est-ce que cette population revendiquait? L'exploitation, on disait l'exploitation du sable, l'extraction du sable, voilà, la construction. Qui sert de construction. Ça veut dire que cette population se sent lésée. C'est-à-dire qu'on exploite ou bien on extrait le sable, mais ça n'a chez eux, mais ça ne change rien. Mais au-delà de ça, c'est une manifestation anti-pollution pour eux. Justement. L'extraction du sable. Voilà. Donc, des dégâts environnementaux. Le cas de Donc ça veut dire que ça pose tellement de problèmes. Et si cette population avait mené des actions et si l'autorité avait pris les dispositions nécessaires, on ne parlerait pas de mort d'homme aujourd'hui. Il faut suivre un peu chez nous au Togo l'exploitation des phosphates dans les zones de Haute, etc. Tout le calvaire que les gens sont en train de traverser. C'est-à-dire que les gens ont ras le bol et à chaque fois on interpelle l'autorité qui ne dit rien. Oui. Et quand ces populations sont fatiguées, voilà aux scènes auxquelles nous assistons parfois. Oui. Et en ce qui concerne cette affaire d'exploitation de sable là, est-ce que ça ne devient pas une gangrène, un problème sérieux Je pense que cette question gangrène pratiquement tous les pays. Ça dépend de la zone où les populations se sentent lésées par ce type d'exploitation. D'abord, dans notre pays, au niveau de la côte, à un moment donné, l'État a dû interdire l'exploitation du sable côtier. Mais il me paraît que ça reprend de plus en plus là. Est-ce que ça a été réautorisé ou c'est des pratiques frauduleuses? Ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. Ce sont des pratiques hors la loi. Mais ça se fait au vu de tout le monde. Justement, les camions circulent au vu de tout le monde. Justement. Mais dans d'autres zones où les gens ont commencé par exploiter, eh bien, les populations aussi ne sont pas complètement d'accord. Ça crée toujours des frustrations. Ça crée des frustrations. Il appartient aux autorités de prendre des dispositions, d'organiser le secteur d'activité, de définir des zones d'exploitation. Parce qu'après tout, chaque Togolais, par exemple, a besoin de construire. On ne peut pas construire sans sable. Mais où aller puiser ce sable? Il faut que les autorités définissent les zones d'exploitation, s'assurer que tout le monde qui s'investit dans ce domaine respecte la réglementation en vigueur, mais s'il y a un vide, eh bien, chacun va se débrouiller et c'est ça qui cause souvent des ennuis. Melka? Oui, ça c'est notre dossier, surtout les populations des zones minières et extractives. Vraiment, c'est vraiment un casse-tête pour Melka et nous nous battons pour ça. Et il a fallu même, à un atelier l'autre fois, nous avons proposé un forum que ITI a organisé. Nous avons même proposé la loi du pollueur-payeur. Parce que vous allez à Pémé, vous ne pouvez pas respirer. Mais c'est le site d'extraction des phosphates. Là où on lave le lavage du poids. Mais il faut aller voir. Vous pouvez passer 5 minutes là-bas, mais vous êtes devenu tout mouillé. Pas comme les déchets que l'usine produit. Mais les eaux sont totalement jaunes. Les dents des gens sont jaunes là-bas. Et malheureusement, on attire l'attention de l'autorité par rapport à ça, mais c'est le mutisme total. Le silence radio. Et ça frustre. Est-ce qu'on peut parler de mutisme? Parce que l'autorité peut être en train de prendre des mesures. Est-ce que vous... Mon ami, diriger un pays ou bien gouverner, ce n'est pas de la magie. On n'improvise pas. La situation est là. Avant même de faire quoi que ce soit, vous avez un projet d'exploitation, vous prenez les dispositions. Vous savez que... Il y a des études d'impact environnemental en amont, et puis vous agissez. On ne vient pas inventer les choses. Et quand vous inventez les choses et que la population ne sont pas d'accord, mais permettez-moi le terme, soyez humains pour les écouter. Auquel cas, mais nous devons assister à tout ce que nous assistons aujourd'hui. Mais Gilles, justement, quand nous parlons de Pémé, moi, ça me fait rire. Vous allez à Pémé, le poumon du Togo, le phosphate, le boom phosphatier en 1970 dont on nous parlait. Il faut voir l'état dans lequel se trouve le village de Pémé aujourd'hui, où on n'a même pas un centre de santé qui a été construit tout dernièrement par le Japon ou bien un pays qui a fait don à ce village. Alors que c'est là où on fait le lavage de phosphate. Il faut voir l'état des machines. L'état des machines, les conditions dans lesquelles nos concitoyens ou bien nos compatriotes travaillent. Et au niveau de Pémé, dans cette usine de la SNPT, c'est les ministres qui sont au gouvernement qui siègent dans le conseil d'administration. Bien sûr. Mais je suis désolé de le dire, des ministres qui sont là pour servir le peuple, mais qui siègent dans le conseil d'administration d'une société où tous les jours que Dieu fait, il y a des gens
qui meurent par accident de travail parce que les machines ne sont plus en état, etc., etc. Mais il faut voir les conditions environnementales de la mer aujourd'hui, de Kpémé jusqu'au Bénin. La mer est totalement rouge parce que la couleur du sable de phosphate, ça change carrément la couleur de l'eau de la mer de la côte. Et quand vous voyez toute la population sur la côte, les dents sont jaunes, les gens ont des problèmes d'yeux et personne ne s'en inquiète. On est là mais ça fait mal. Ça fait mal. Parce que jadis, tu viens à Neho ou bien dans ces villages installés, ces villages sur la côte, en 30 minutes, quelqu'un peut te promettre, je reviens pour te faire peut-être, comment on appelle, Pinos avec Sifion tout à l'heure. Oui, mais aujourd'hui, les poissons sont partis en haute mer parce que la mer est polluée. La mer est polluée totalement. Et je pense que le gouvernement ou bien l'État est complice de cette situation. Et il faut attendre que les populations réagissent d'abord. Je suis désolé. Constant Lemou, dernière question, que faire? Que faire? Il faudrait nécessairement que les dirigeants prennent des mesures idoines parce qu'on ne peut pas se mettre à exploiter une zone sans prévoir les mesures pour protéger les populations qui y vivaient. S'il y a lieu de les délocaliser, que des dispositions pratiques soient prises. Mais généralement, il y a une sorte d'irresponsabilité notoire des décideurs qui laissent l'exploitation de ces mines à des compagnies étrangères qui ne visent que leur profit. Par conséquent, la société ou bien les populations qui sont dans la zone en pâtissent. Ce n'est pas seulement à Kpémé. Allez dans la ville de Kara, vous allez voir la pollution occasionnée par la brasserie qui déverse des eaux souillées dans le ruisseau qui longe qui traverse la ville du nord-est vers le sud-ouest. Pratiquement, c'est un ruisseau dans lequel il ne peut plus avoir un être vivant. Et les populations environnantes ne peuvent pas oser utiliser l'eau de ces ruisseaux-là. La situation, elle est générale dans le pays. Elle est générale et vraiment, cela interpelle la conscience des plus hautes autorités de ce pays pour que vraiment les populations qui sont dans les zones industrielles puissent au moins vivre un peu en paix, ou du moins que l'installation industrielle dans une zone ne soit pas une cause de désastre pour ces populations-là. C'est assez regrettable. Quelques secondes. Oui. Moi, je lui dirais d'emblée que, selon ce que nous avons constaté, n'accusons plus les multinationales. L'autorité, après tout, c'est un être humain. Et quand il veut le bien-être des autres êtres humains, mais je crois qu'il a des attitudes, des comportements à tenir. Vous ne pouvez pas me dire que la bébé est venue polluer cette eau à l'insu de l'autorité. Je ne vous le dis pas, je ne suis pas gouvernant. Oui, mais je ne suis pas autorité ils sont les premiers responsables, les premiers coupables. Ouais, je n'ai pas dit le contraire. Peut-être qu'il faudra réfléchir à un nouveau code minier. J'ai demandé que les premiers décideurs, il faut que les premiers décideurs prennent leur responsabilité dans la mesure où les compagnies ne sont pas venues s'installer d'elles-mêmes. C'est leur autorisation. Constant, on marque une pause, on revient.